Quand est né votre intérêt pour la Chine? Plus je connaissais la Chine, moins je la connaissais. Plus c'était compliqué, plus c'était différent. Et donc, j'ai cherché à comprendre. Mais surtout, ce qui était important, c'est que j'ai tout de suite eu de l'affection pour le peuple chinois. Quel regard portez-vous sur ce pays? Il ne peut pas y avoir de paix dans le monde sans la Chine. Il ne peut pas y avoir de développement économique dans le monde sans la Chine. Il ne peut pas y avoir de création culturelle dans le monde au total s'il n'y a pas aussi une création culturelle en Chine. En tant que récipiendaire de la médaille de l'amitié, comment souhaitez-vous continuer à promouvoir le développement de l'amitié sino-française? Nous avons naturellement des différences et des sujets sur lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord. Mais nos vieilles civilisations ont besoin d'être l'une et l'autre respectées. Quel rôle jouent les échanges entre les peuples dans la promotion des relations entre les deux pays? On fera la paix que si on travaille en permanence à respecter l'autre, à comprendre l'autre et à trouver des solutions gagnant-gagnantes pour qu'on puisse favoriser la paix. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Sur le long fleuve de l'amitié sino-française, les peuples des deux pays sont liés l'un à l'autre, éprouvant une profonde affection et n'hésitant jamais à s'entraider. Des personnalités remarquables, issues de divers horizons, ont participé à l'effort de modernisation de la Chine, ont joué un rôle important et apporté une contribution remarquable à l'amitié sino-française. Parmi eux, M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français et ami de longue date du peuple chinois. En tant que président de la Fondation Prospective et Innovation, il vient régulièrement en Chine pour promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays. En 2019, il a reçu la médaille de l'amitié de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons l'honneur de recevoir M. Jean-Pierre Raffarin qui va partager avec nous son expérience de la Chine. Bonjour M. Raffarin, bienvenue dans notre émission. Merci de m'accueillir sur vos antennes. Votre relation avec la Chine a commencé il y a plus d'un demi-siècle. Depuis les années 70, vous venez régulièrement en Chine pour promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays. Pouvez-vous raconter un peu cette expérience? Quand est né votre intérêt pour la Chine? Moi, j'ai rencontré la Chine dans les années 70, au début des années 70. D'abord, la Chine était interdite. On allait à Hong Kong, un peu à Macao, et on voyait des bateaux qui partaient partout en Chine, et on ne voyait pas où ils allaient. C'était mystérieux. Mais à Aberdeen, à Hong Kong, il y avait des milliers de bateaux. On sentait que ça fourmillait, on sentait que c'était dynamique, mais on ne pouvait pas regarder. Je pense que, comme tous les jeunes, j'ai été très curieux. J'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière ce rideau de brume. Et quand, dans les années 70, j'ai pu venir en Chine, et j'ai fait du train de Harbin au nord, Shenyang, jusqu'à Shanghai, Shenzhen, dans le train, et donc j'ai visité un peu la Chine. Et je me suis aperçu que plus je connaissais la Chine, moins je la connaissais. Plus c'était compliqué, plus c'était différent, et donc j'ai cherché à comprendre, mais surtout ce qui était important, c'est que j'ai tout de suite eu de l'affection pour le peuple chinois. La politique, c'est une chose. On peut discuter la politique. Le peuple, c'est une autre chose. Le peuple chinois, je l'ai d'abord vu courageux, travailleur. Les paysans travaillaient beaucoup. Tous ceux qui ont construit les villes. Quand on voit tous ces immeubles aujourd'hui, on dit « Oh, il y a des belles tours, ça ». On pense à tous les ouvriers qui ont créé tout cela. Tout ce peuple chinois qui a travaillé dur pour créer la Chine nouvelle. Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour le peuple chinois. Et puis, petit à petit, j'ai eu des amis chinois. Et mes amis chinois ne m'ont pas déçu. Quand on a un ami en Chine, c'est un ami solide. C'est un ami fiable. Et donc, petit à petit, j'ai aimé ce peuple chinois. J'ai aimé avoir des amis chinois. Et puis, j'ai aimé regarder la Chine. J'ai aimé la cuisine, le Sichuan.
C'est un peu poivré, mais c'est très bon. J'ai aimé l'alcool de riz. J'ai aimé aussi, naturellement, les grandes montagnes. Ces montagnes dont le proverbe chinois dit que seul l'homme lent est craint par la montagne. La montagne sait qu'elle ne sera jamais conquise par un homme rapide. C'est l'homme lent qui avance. J'ai retenu beaucoup de leçons de Chine, et donc ça a été pour moi une ouverture sur une civilisation que je ne connaissais pas. Et je ne la connais toujours pas. La Chine, on l'apprend quand on est, et on l'apprend quand on meurt, on l'apprend toujours. Vous avez 50 ans d'expérience des relations avec la Chine. Vous avez sans doute pu observer les changements importants survenus dans ce pays. Parmi tous ces changements, lesquels vous ont le plus impressionné? Moi, j'ai vu la Chine en 50 ans bouger. J'ai vu des échafaudages de bambou partout, extraordinairement fragiles. J'ai vu beaucoup d'accidents qu'il y avait. J'ai vu un peuple au travail. Et aujourd'hui, je vois un certain nombre de villes, je vois la recherche, je vois beaucoup de choses. Donc je me dis, oui, on peut avoir des choses qui ne vont pas et qui peuvent être discutées, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites en 50 ans. Quel est le peuple qui s'est transformé en autant de temps? Donc dans ce contexte-là, il faut avoir du discernement, avoir du respect et travailler en coopération pour essayer de construire un avenir de paix. On a besoin de la Chine dans l'équilibre du monde, il faut la comprendre et il faut pouvoir la faire évoluer en partenariat avec les autres forces du monde. Vous jouissez d'une grande popularité en Chine où vous êtes considéré comme un ami de longue date du peuple chinois. Quel regard portez-vous sur ce pays? Il y a évidemment des malentendus, il y avait évidemment des incompréhensions. Il faut reconnaître la réalité, il faut voir les choses avec lucidité. Nous avons de vraies divergences dans les systèmes politiques, dans un certain nombre de sujets qui nous séparent. Mais au fond, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix dans le monde sans la Chine. Il ne peut pas y avoir de développement économique dans le monde sans la Chine. Il ne peut pas y avoir de création culturelle dans le monde au total s'il n'y a pas aussi une création culturelle en Chine. La Chine a pris une place dans le monde telle qu'elle est nécessaire à l'équilibre du monde. Et donc il faut travailler ensemble, se rapprocher et faire en sorte qu'on découvre des choses qui sont des choses positives dans nos relations. On peut avoir des désaccords, mais si on se respecte, on peut aussi avoir des coopérations. C'est la politique de la France, c'est la politique du président Macron. Développer les coopérations pour mieux se comprendre, avoir des projets communs, avoir des perspectives communes et faire en sorte qu'on puisse éviter les uns et les autres de se nuire, essayer de faire en sorte qu'on puisse être dans des dynamiques positives pour les uns ou les autres. Il ne faut pas rêver. La France et notre histoire ne sera jamais celle de la Chine et réciproquement. Mais nous pouvons avoir pour l'un et pour l'autre beaucoup de respect et d'attention. Les perspectives sont aujourd'hui constructives, mais il nous faut travailler davantage pour mieux se comprendre et pour faire en sorte que les jeunes de nos deux pays connaissent mieux le monde de l'autre. Je crois que la Chine, avec son 1,4 milliard d'habitants, avec ses performances économiques, avec sa puissance, jouera un rôle important dans le monde. Il faut que les jeunes Français connaissent ce rôle, puissent connaître la culture chinoise, puissent connaître les perspectives des ambitions chinoises. Et face à cela, nous avons nos perspectives, nous avons aussi nos ambitions européennes. Et il faut que les jeunes Européens et les jeunes Chinois parlent entre eux. C'est eux qui vont créer le monde de demain. Et donc je pense que la priorité de notre coopération, c'est de faire que les jeunes, qui sont aujourd'hui des jeunes Européens ou des jeunes Chinois, se rencontrent, parlent ensemble et qu'on ait le plus possible d'échanges entre les jeunes des deux pays. C'est un élément très important qui doit être complété par l'augmentation régulière
des jeunes Français qui parlent chinois et des jeunes Chinois qui parlent français. En 2019, vous avez reçu la médaille de l'amitié de la République populaire de Chine. Comment avez-vous vécu cette distinction? J'étais très honoré et j'étais très heureux d'être placé dans cette hit-parade de la relation d'amitié avec la Chine. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de développer les relations franco-chinoises. Et quand des gens se disputent dans les entreprises, quand il y a des désaccords, j'essaie d'apaiser, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie toujours de défendre l'amitié contre les tensions. Et au fond, avec tout ce temps, j'ai appris à mieux connaître la Chine et j'ai beaucoup travaillé aux relations des entreprises françaises. Et il est arrivé à peu près en même temps que j'ai été décoré par la France et j'ai été décoré par la Chine simultanément. Donc je me suis dit que peut-être c'est que j'avais bien fait mon travail. Et en tout cas, j'ai appris beaucoup en Chine et je suis reconnaissant au peuple chinois de la sagesse qu'il m'a enseignée. En tant que récipiendaire de la médaille de l'amitié, comment souhaitez-vous continuer à promouvoir le développement de l'amitié sino-française? Je crois vraiment que nos civilisations ont marqué l'histoire de cette planète. La civilisation gréco-latine, la civilisation chinoise. Et donc nous avons des histoires très anciennes, très traditionnelles, mais qui sont naturellement très différentes. Et aujourd'hui, peut-être que le monde ne connaît pas assez ces différences. Je suis toujours surpris de voir que finalement, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'Européens qui connaissent bien la Chine. Et quelquefois, je vois qu'en Chine, il y a aussi peu de Chinois qui connaissent bien l'Europe. Nous sommes très loin, nos civilisations sont très différentes, nos langues sont très différentes. Et donc, il faut faire des efforts pour en permanence nous parler, nous comprendre et pouvoir étudier ce qu'est le mode de vie, les valeurs, ce qu'est la société de l'autre. Et donc, je crois qu'il est très important que nous développions des programmes, notamment pour la jeunesse, pour apprendre les langues étrangères, apprendre le chinois en Europe, apprendre le français en Asie et en Chine, faire en sorte que l'on se comprenne mieux. J'ai vu beaucoup de hauts responsables français arriver au sommet des responsabilités sans jamais avoir été en Chine. Moi, j'ai vu la Chine depuis plus de 50 ans. La Chine s'est transformée considérablement. Le peuple chinois a été très courageux. Il y a eu beaucoup de travail fait par le peuple chinois pour moderniser la Chine. Tout ceci n'est pas toujours très connu. On s'arrête souvent à des divergences, à des différences. Nous avons naturellement des différences et des sujets sur lesquels nous ne sommes pas forcément en accord. Mais nos vieilles civilisations ont besoin d'être l'une et l'autre respectées. Respectons nos valeurs pour que les peuples se comprennent le mieux possible et qu'on fasse de la compréhension la source de l'amitié. La 5e édition du Forum culturel franco-chinois se déroule dans la ville de Suzhou. Que pensez-vous de ce forum culturel franco-chinois? Comment jugez-vous ce mécanisme, cette plateforme visant à promouvoir les échanges et la coopération? Je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être à Suzhou pour un forum qui est le 5e du nom pour la pratique culturelle sino-française. Nous avons bâti une démarche de travail en commun en matière culturelle depuis maintenant de nombreuses années et nous nous sommes réunis à Pékin et à Lyon, à Xi'an et à Nice et aujourd'hui à Suzhou et demain, l'année prochaine, à Deauville en Normandie. Le forum franco-chinois est très important pour 4 raisons. Premièrement, c'est un échange entre les artistes, les cinéastes, les musiciens, les acteurs de théâtre, les peintres, l'ensemble des artistes constituent une communauté qui parle entre eux et qui arrive à
se faire évoluer les uns et les autres, en chacun en essayant de comprendre l'écriture de l'autre. C'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est que des villes françaises et des villes chinoises s'intéressent à créer une dynamique de partenariat. C'était le cas de Lille, c'était le cas de Lyon, c'était le cas de Nice, c'était le cas de beaucoup de villes qui ont engagé des expositions, des initiatives culturelles. Et il faut développer les initiatives culturelles. Et puis, je dirais aussi que ce qui est très important, c'est que nous puissions développer une compréhension commune de ce qu'est la place de la culture dans la société. Aujourd'hui, en Chine, il y a beaucoup de théâtres, il y a beaucoup de salles de concert. Chez nous encore, il nous faut aussi développer encore des salles de concert dans les villes de province. On a un certain nombre de choses qui sont à faire dans les infrastructures de la culture. Et ça, c'est, je crois, très important. Et puis peut-être qu'il nous faut travailler un peu davantage pour avoir des productions en commun. Mais si je prends un exemple d'un film qui vient d'être réalisé, qui a été primé par les jurys chinois, qui est le film de Jean-Jacques Hano, Cathédrale. Au fond, ce sont des équipes chinoises qui ont participé à cette œuvre, et le tout dans un univers culturel qui, naturellement, concerne directement l'Europe. Et je crois que cet exemple-là de ce film Cathédrale est un très grand succès qui montre qu'on peut, avec la culture, franchir beaucoup de barrières. Et c'est ça qui est important. Pourquoi avoir choisi la ville de Suzhou? Quelles sont vos impressions sur cette ville? Ce que je peux dire, c'est que je suis très impressionné par Suzhou. J'étais déjà venu une fois à Suzhou, mais je trouve que Suzhou, c'est un bel équilibre entre l'histoire, la tradition, les paysages, le patrimoine, la place de l'eau dans cette ville. Et cette tradition-là, elle est protégée et elle doit être protégée pour être toujours très séduisante. Mais en même temps, je vois Suzhou est une ville moderne, avec des voies de communication modernes, avec des constructions très, très modernes aussi, et des équipements culturels de première importance. Donc je vois ici la modernité et la tradition équilibrée. Je pense que c'est ça, sans doute, une clé d'avenir pour une belle ville comme la vôtre. Je peux vous dire qu'en France, souvent, Suzhou est cité parmi les plus belles villes de Chine. Chacun a sa préférée, souvent chacun a son histoire personnelle avec une ville. Mais Suzhou est souvent parmi les villes les plus citées pour leur attrait culturel, environnemental, mais aussi pour la dynamique de la ville et pour la jeunesse de la ville. Le Forum culturel franco-chinois a pour thème cette année les échanges culturels franco-chinois, nouveau départ. Comment définiriez-vous l'amitié sino-française dans la nouvelle ère? Le nouveau départ, il est né du fait qu'il y a eu la rupture du Covid. Le Covid a été terrible parce qu'on n'a pas pu voyager, on n'a pas pu se rencontrer. Vous savez, le peuple chinois, comme le peuple français, nous sommes des peuples sensibles. Même si on ne comprend pas la langue, on comprend les yeux, on comprend le regard, on comprend la main qui est ici, on voit qui on est. La communication non verbale entre un Français et un Chinois, ça passe bien. Et c'est très important qu'on relance un peu cet intérêt pour la sensibilité des peuples, pour qu'ils se comprennent. Certes, par le langage, par la connaissance, mais aussi par la musique, par l'opéra, par la peinture, par les images, par la montagne, par la poésie, la belle poésie chinoise. Tout ceci est très important et qu'il fallait relancer un peu après le Covid, cet appétit de culture. Parce que dans l'histoire de France, nos plus grands écrivains, je pense à Victor Hugo, mais je pense aussi à Montesquieu, je pense aussi à Voltaire, ils étaient tous curieux de connaître la Chine. Et donc, il y a cet appétit de connaissance. Et au fond, ce que nous devons faire avec ce forum, c'est la plante de la connaissance, il faut l'arroser régulièrement pour que l'appétit grandisse et qu'on ait envie de s'intéresser à la culture chinoise pour les Français et à la culture européenne pour les Chinois. C'est cette envie qui est, je crois,
très important, ce goût de l'autre qu'il nous faut développer. Et ça, c'est quelque chose que nous savons faire. Eh bien, il faut développer le goût de l'autre. Après avoir quitté le poste de Premier ministre, vous êtes très actif dans le domaine de la diplomatie de peuple à peuple. Vous êtes président de la Fondation Prospective et Innovation. Comprendre la Chine, faire connaître la Chine et promouvoir le développement stable des relations entre les deux pays font partie des missions prioritaires de votre fondation. D'après vous, quel rôle jouent les échanges entre les peuples dans la promotion des relations entre les deux pays? Je pense que les échanges culturels aident à la compréhension de l'autre. Et la compréhension de l'autre est la base du respect. C'est très important. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, notamment dans les peuples qui sont pacifiques, comme est le peuple chinois et comme veut l'être le peuple français. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la paix, elle ne tombe pas du ciel. La paix, c'est un travail. Il faut travailler à la paix en permanence. Il faut être responsable, il faut être raisonnable. Il faut avoir de la force quand c'est nécessaire. Mais il faut aussi être capable de construire la paix par le respect, mais aussi par des outils communs, par exemple pour le développement, aider les pays les plus fragiles à se développer. Donc il faut des banques d'investissement. Il faut un certain nombre d'outils pour faire et construire la paix. Et je crois que c'est ça notre travail d'avenir. Notre travail d'avenir, ce n'est plus seulement avoir conscience que la paix est nécessaire. Je crois franchement que le peuple chinois est favorable à la paix. Je crois que le peuple français est favorable à la paix. Même si dans le monde, je vois bien des peuples qui sont aujourd'hui tentés par la guerre. Mais disons-nous bien qu'on fera la paix que si on travaille en permanence à respecter l'autre, à comprendre l'autre et à trouver des solutions gagnant-gagnantes pour qu'on puisse favoriser la paix. Je pense que ce qui nous guette aujourd'hui, c'est le désordre du monde. Et nous sommes des peuples qui ont des civilisations de sagesse. Et c'est à nous d'expliquer à tous les autres aussi que la paix, c'est un travail, c'est une volonté, c'est des efforts. C'est pas facile, la paix. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles. Et ce travail-là, c'est un travail qui est un peu dans la mission chinoise. La Chine n'est pas allée en guerre dans d'autres pays. La Chine s'est défendue, mais la Chine n'a pas une histoire de guerre. Et je pense qu'il est très important pour que la Chine prenne la parole sur l'exigence de paix qui est aujourd'hui l'exigence du monde. Le président chinois Xi Jinping a avancé de nombreuses idées et propositions en termes d'échange et d'apprentissage mutuel. Il a souligné que les civilisations sont riches et variées grâce aux échanges et qu'elles s'enrichissent à travers l'apprentissage mutuel. D'après vous, qu'est-ce que la Chine et la France peuvent apprendre mutuellement dans leur culture? Je pense que dans le discours du président Xi Jinping au 3e Forum des routes de la soie, auquel j'ai assisté en tant que représentant personnel du président Macron, j'ai été frappé par le nombre d'organisations qui étaient citées. Il y avait des objectifs, il y avait aussi des organisations pour qu'on puisse travailler ensemble. Je pense par exemple à la régulation de l'intelligence artificielle. Ce sont des sujets importants. L'intelligence artificielle, c'est très bien, mais il faut aussi qu'on puisse réguler pour que notre monde soit vivable et qu'on puisse développer des méthodes de travail. Et je crois que c'est ça, peut-être, ce qui doit être un objectif du multilatéralisme dans l'avenir. C'est-à-dire trouver des méthodes de travail, des organisations, des réseaux, des structures qui permettent d'avoir des outils, comme il y a des banques sur les infrastructures, sur un certain nombre de sujets, faire en sorte que la coopération dispose de moyens pour pouvoir avancer. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, en matière de civilisation, on a fait de gros progrès pour se comprendre. Il faut maintenant être capable d'inventer des nouvelles structures d'organisation. On voit l'importance des Nations Unies, mais il faut faire un certain nombre de réformes, il faut améliorer notre organisation pour être plus efficace au service des peuples et au service de notre objectif
principal qui est la paix et ce qui nous fait terriblement défaut aujourd'hui où nous sommes un monde tenté par la guerre. Comment envisagez-vous le potentiel de coopération entre la Chine et la France et plus largement entre la Chine et l'Europe dans la lutte contre le changement climatique? Nous voulons vraiment faire en sorte que le monde puisse s'apaiser. La guerre est en Europe, la guerre est au Moyen-Orient, la guerre est dans de nombreux pays aujourd'hui et nous voulons promouvoir la paix. Il y a pourtant un consensus dans les sociétés du monde entier. C'est la nécessité de protéger la planète. Ce que nous appelons en France la planétisation de la politique. Les jeunes de Paris sont d'accord avec les jeunes de Shanghai, comme avec les jeunes de Suzhou, comme avec les jeunes de Bangalore, comme avec les jeunes de San Francisco. Il faut protéger la planète pour protéger l'humanité. Aujourd'hui, ce que nous devons faire de plus urgent, poursuivre les accords de Paris, engager des actions concrètes, opérationnelles, comme l'ont montré la France et la Chine, pour que la planète soit protégée et que le changement climatique soit une occasion de rapprochement des peuples. Au fond, aujourd'hui, nous voyons bien qu'on a trop de tensions et pas assez de coopération. Nous voulons développer plus de coopération que de tensions. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Quelles sont vos attentes et vos souhaits pour le développement des relations entre les deux pays? L'année 2024 sera une année exceptionnelle. D'abord, c'est l'année des 60 ans. 60 ans, c'est important comme chiffre en Chine. C'est l'année anniversaire de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine, du président Mao Tse-tung. Mais aussi, c'est une année de culture et de tourisme, une année croisée, forte, où nous allons développer des initiatives. Et puis, naturellement, la France accueillera les Jeux Olympiques et nous avons de nombreuses délégations chinoises qui vont venir en France et que nous voulons bien recevoir. Et puis, je crois que nous aurons aussi des visites officielles de haut niveau, des visites d'État qui ponctueront cette année 2024. Je pense que le président Xi Jinping et le président Macron ont établi une bonne communication stable et fertile entre eux. Nous avons beaucoup apprécié, côté français, qu'après les discussions, les longues discussions qu'il y avait eu à Pékin, le président Xi Jinping se déplace à Canton, là où allait le président Macron, pour poursuivre les discussions et continuer des heures durant à discuter. Ce qui fait qu'ils sont sans doute les deux chefs d'État qui ont le plus parlé ensemble et qui finalement se comprennent le mieux, même si il peut y avoir des points de divergence et des points de convergence. Mais je pense que cette relation-là, elle est très importante. Les chefs doivent se parler. Et au fond, la seule façon d'éviter la guerre, c'est de parler, de dialoguer. Et c'est pour ça qu'il y a, je crois, aujourd'hui quelque chose qui est bien engagé en France. Et une bonne façon de continuer, c'est d'avoir, dans l'année 2024, encore des entretiens entre nos deux leaders. Et je crois que l'année 2024 sera une année importante, non seulement pour les événements dans le domaine culturel, touristique, mais aussi sportif, mais aussi dans la compréhension de nos chefs d'État qui, ensemble, tracent des perspectives d'avenir en discutant avec une certaine forme de conscience des responsabilités que l'un et l'autre portent aujourd'hui dans ce monde très dangereux. Merci, Monsieur Raffarin. Merci d'avoir accepté notre interview. 谢谢。